Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour David. Merci d'être avec nous sur Boursorama. C'est le 9 juillet, dans 8 jours, que la pause sur les tarifs douaniers décrétée, on refait le film par mi-avril par Trump, arrive à échéance pour le reste du monde, sauf pour qui? Pour la Chine et pour le Royaume-Uni. D'ailleurs, avec la Chine, tous les différends, ça y est, sont aplanis après l'accord de vendredi sur les terres rares, non? Tout n'est pas résolu. Non, tout n'est pas résolu. Il y aura de toute façon des discussions. Mais en fait, pour répondre globalement à la remarque que tu viens de faire, je dirais qu'on sent bien que la thématique de la guerre commerciale est en train de s'épuiser progressivement. Elle perd en intensité, globalement. Depuis le 9 avril, il y avait d'abord eu un accord, il y avait eu le 9 avril lui-même, mais il y avait eu aussi un accord très important la mi-mai avec la Chine qui avait considérablement réduit les droits de douane. Il y a eu la décision du tribunal du commerce international à la fin du mois de mai, le 29 mai, qui a limité de fait le pouvoir du président américain dans le futur, même si la décision d'appel n'a pas encore été rendue et celle de la Cour suprême non plus. Donc au total, on sent bien un épuisement. La guerre commerciale, elle est terminée pour les marchés financiers ? Alors, pas complètement, parce que si jamais ça se passe mal juste avant le 9 juillet ou après le 9 juillet, parce qu'en fait, il y a une probabilité non négligeable pour que le délai soit repoussé, au moins en partie. Donc non, c'est pas terminé, mais on ne reviendra pas au stress du 2 avril. Voilà, ça c'est ma conviction depuis un petit moment. Donc, je le rappelle, dans 8 jours, la trêve accordée par Trump sur ses droits de douane va expirer. Donc, le plus probable, d'ailleurs Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain, ne l'a pas exclu, une extension de cette pause, donc une pause qui serait reconduite. C'est ça le scénario aujourd'hui le plus probable? Ou est-ce que des deals pourraient être signés in extremis? Un deal complet, ça m'étonnerait quand même, parce que l'histoire des négociations commerciales multilatérales qu'on connaît depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale au sein du GATT, puis le Uruguay Round, puis ensuite avec les négociations de Doha qui ont duré des années et des années, c'est très très long car c'est très complexe. Puis il y a plein d'arbitrages politiques, etc. Et c'est toujours très très long. Donc ça ne se fait pas comme ça en 3 mois. Et donc je pense qu'il y a une probabilité pour qu'on n'arrive pas à un accord définitif et complet là-dessus, avec l'Europe en particulier. Je pense que nous allons trouver un deal avec les Américains. C'est ce que croit en tout cas notre ministre de l'économie, Eric Lombard. C'est ce qu'il a déclaré. Est-ce que vous aussi? Il a ajouté à l'aune, en tout cas à l'expérience des derniers mois, on voit bien que les Américains sont dans la transaction. Oui, ça c'est évident. Et un deal, il y en aura un toujours, mais on n'a pas ce qui est frappant quand même depuis le démarrage de la guerre commerciale, c'est la capacité d'action de la République populaire de Chine et l'extrême faiblesse de l'Union européenne. Voilà. Parce que la Chine, dans le domaine des terres rares, dans le domaine technologique, a montré déjà la réalité de sa puissance. La Chine est devenue une grande puissance technologique, pas complète, mais quand même de très haut niveau. On le voit bien d'ailleurs dans toute une série de domaines. Les dépenses de recherche-développement en pourcentage du PIB sont à 2,5% du PIB aujourd'hui. Moi, la première fois que je me suis rendu en République populaire, c'était en 89, on était à 0,3, 0,4. Le nombre de chercheurs pour 1000 habitants a explosé, le nombre de diplômés scientifiques a explosé, la complexité des produits exportés. Il y a un indicateur célèbre du MIT qui montre le niveau de gamme des produits exportés. Il a explosé depuis l'adhésion de la Chine à l'OMC en 2001. Voilà. C'est devenu une grande puissance technologique. Et puis alors son quasi-monopole dans la production et dans les réserves de terres rares lui donne quand même un avantage décisif. On l'a vu. Voilà, donc voilà. Et nous sommes... Il se murmure que l'Europe pourrait accepter de subir ces 10% de droits universels unilatéraux imposés que veut Trump. D'ailleurs, c'est intéressant, Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, qui dit, il y a quelques jours, une surtaxe de 10% douanière donc, est un compromis acceptable qui n'aurait pas d'impact particulier sur les entreprises. Ça vous inspire quoi là? Est-ce qu'elle a raison ou tort? Est-ce que 10% de droits de douane sur toutes les marchandises, encore une fois, européennes? Moi, je pense que c'est une grosse concession les Européens, mais est-ce que c'est acceptable? On en revient au débat de la puissance. Je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises avec toi là-dessus. Les États-Unis d'Amérique sont une puissance dans tous les domaines, la Chine l'est dans la moitié des domaines, et l'Europe a énormément perdu au cours des 4 dernières décennies. Donc évidemment qu'on va céder.
Et les droits de douane, alors 10%. C'est une grosse concession ou pas, ces 10%? Bah, oui, évidemment, c'est une concession. C'est pas ce que dit Giorgia Meloni, hein, pas d'impact particulier sur les entreprises. Parce que Giorgia Meloni est en négociation bilatérale avec Donald Trump, elle essaie d'obtenir... Oui, enfin, il y a une industrie en Italie aussi. Hein. Oui, non, mais bien sûr, mais elle est en train de... Il faut bien qu'elle prenne acte quand même de la volonté du président américain d'augmenter les droits de douane, de toute façon, même avec qu'on s'appelle Meloni, Macron ou qui tu veux. On peut éviter ou pas cette hausse minimale de 10% des droits de douane? Ça m'étonnerait. Le négociateur de l'UE est en ce moment, enfin aujourd'hui, se rend aujourd'hui à Washington pour discuter. Honnêtement, ça m'étonnerait. Même si je pense qu'effectivement, Trump est beaucoup moins vindicatif que le 2 avril. Voilà. Ce deal comprendrait possiblement donc ce statu quo sur le taxe universelle de 10%, sur les droits de douane sectoriels aussi, possiblement revu à la baisse sur l'automobile, c'est les Allemands qui sont derrière évidemment qui se battent pour, et des importations massives de gaz naturel liquéfié américain. Il y a plein de... On va vers un deal, pardon, au-delà de citer comme ça tout ce qu'il y a dedans, possiblement, on va vers un deal totalement déséquilibré. Bien sûr. Il sera déséquilibré en notre défaveur, parce que nous sommes faibles, nous sommes une puissance faible. Voilà. Donc Trump sortira, c'est l'histoire économique. Trump sortira vainqueur de ce bras de fer avec les Européens. Avec les Européens, oui, je pense. Voilà. Ouais, sachant que de toute façon, on a négocié. Enfin, la négociation a déjà commencé depuis plusieurs mois, mais il comprend. Trump met tout dans le panier. Par exemple, les 5% de dépenses militaires en pourcentage du PIB d'ici 10 ans, ça faisait partie de la négociation. Donc voilà. Donc on a déjà abdiqué là-dessus. Abdiquer, est-ce que c'est bien, c'est mal, 5%, est-ce que c'est optimal, on pourrait en discuter. C'est 3,5 en l'occurrence, plus que 5%. Ah non, c'est 5%. Oui, mais dont 1,5 qui est discutable apparemment. Le vrai objectif est 3,5. Oui, enfin bon, bref, par rapport aux 2% actuels, ça va représenter comme une charge non négligeable. Et une charge d'ailleurs qui ne va pas aller nécessairement en notre faveur, hein, puisque la production nationale, qui est assez forte, notamment en France, ne va pas forcément en bénéficier. Enfin bon, c'est encore un autre débat. Mais enfin, je trouve ce débat, de toute façon, l'Europe paie sa faiblesse stratégique, mais indépendamment de ça, c'est ce que je trouve assez surprenant, c'est de voir qu'on parle matin, midi et soir des droits de douane, et que pendant ce temps-là, l'euro s'apprécie par rapport au dollar américain. Le dollar baisse surtout, hein, plus que l'euro. Non, parce que c'est l'euro qui constitue la devise qui c'est le plus, dans les grandes devises, je laisse de côté le franc suisse, dans les grandes devises, le plus apprécié par rapport au dollar. C'est elle qui a le plus contribué à la baisse du dollar, allant largement au-delà de son poids. Donc on nous parle que de la guerre commerciale avec l'Europe et les États-Unis. Voilà. Alors que là, tu as un choc, évidemment, de l'ordre d'une bonne quinzaine de pourcents depuis le mois de janvier dernier. Voilà. Sur le dollar. Un choc. Sur la parité euro-dollar. Mais non, mais peu importe. Oui, enfin, d'accord. Mais ça, sur le dollar au sens large ou sur le dollar face à l'euro? Sur l'euro-dollar. Le dollar effectif, c'est-à-dire le dollar au sens large, baisse beaucoup. Mais ce qui est frappant, c'est que parmi les grandes devises, hein, c'est l'euro qui a le plus contribué à la baisse du dollar. Et donc ça va venir au détriment. On a d'ailleurs un ensemble économique qui ressemble, alors avec quelques différences, à ce qu'on a observé dans le passé, notamment au début de la décennie 2010 avec la politique Trichet. Barroso-Merkel, c'est-à-dire une hausse de l'euro à partir de 2011, des taux réels qui étaient bien au-delà de la croissance potentielle. Elle devient dangereuse, cette hausse de l'euro, aujourd'hui. Évidemment qu'elle est dangereuse. On est à 1,18, pardon, on était à 1,16 il y a 3 jours, 1,17 hier. Tu invites des politiques ici, qui te parlent souvent de la réindustrialisation, d'accord ? On est d'accord ? La réindustrialisation de l'Europe. Comment veux-tu réindustrialiser si tu acceptes des chocs de change de l'ordre de 15% ou de 20%, 25%? Comment veux-tu réindustrialiser ça? Avec des conditions financières qui sont encore, à mon avis, en termes de taux réels, trop élevés, en termes de conditions financières. Heureusement qu'il y a le plan de relance allemand, parce que sinon, on ressemblerait assez fortement à ce qu'on a connu au cours de la première décennie de la première partie de la décennie 2010, avec des taux réels trop élevés, un taux de change encore surévalué. On partait de 1,60 en juillet 2008, et on était encore dans les 1,30 en 40 dans les années 2014-2015. Et ça nous a coûté. C'est pour ça qu'on a connu des pressions déflationnistes, et ça va continuer. Parce que tu vas avoir un euro fort, tu vas avoir une baisse des prix de l'énergie, tu vas avoir un déferlement des produits chinois en Europe.
Parce que si on n'est pas capable de se battre avec les États-Unis, évidemment qu'on on est encore moins capable avec la République populaire de Chine. Et on va se retrouver, alors pas demain, pas dans 6 mois, mais au cours des prochaines années, encore avec des pressions déflationnistes, encore avec une désindustrialisation plus marquée, encore avec un niveau de dette plus élevé. Mais après, il est mignon. S'il faut faire comme la Chine et montrer les dents, pourquoi est-ce que Bruxelles ne dégaine pas toutes ces mesures de rétorsion qu'elle a théoriquement laissé fuiter sur Parce les qu'on a produits américains? on a des épées de Damoclès de tous les côtés. Je te parlais des dépenses militaires. Qu'est-ce qu'on fait si Trump fait revenir ses troupes aux États-Unis, par exemple? Qu'est-ce qu'on fait avec 2% de dépenses militaires et avec un agresseur ou 2 agresseurs potentiels à l'est de l'Europe? Tu veux me le dire? Tu connais des alternatives au gaz russe? Oui, il y a le GNL, il y a le Qatar, principalement à 80-90%. Tu as le Qatar et les États-Unis, c'est tout. On est en situation de faiblesse, car on n'est plus une puissance, on reste une puissance économique, une puissance commerciale. La demande, quand même, en Europe reste élevée dans la demande mondiale, mais fondamentalement, on n'est pas une puissance industrielle, technologique, énergétique, militaire, normative. Voilà. Ces tarifs douaniers de Trump, s'ils restent là où ils sont, de combien sera amputée la croissance américaine? La chef économiste de chez Rothschild dit 2 points de PIB de moins d'ici 2026 si les produits européens vendus aux États-Unis étaient taxés à 10%, exportation chinoise à 30% et l'acier et l'aluminium à 25%. Je trouve que 2 points de PIB de moins aux États-Unis d'ici 2026. Attends, avant de te parler de 2000, des 2 points de PIB en moins, etc., moi je vais te parler quand même des prévisions de croissance que je fais cette année. On est à 1,7% aux États-Unis cette année. Avec un moins 0,5 au premier trimestre. Oui, avec un moins 0,5. On a eu les chiffres il y a quelques jours. Tu vas avoir un rebond de l'ordre de 3% annualisé au T2, mais peu importe, on n'est pas à des niveaux très élevés. 1,7, c'est pas par rapport à ce qu'on a connu, donc il y a un ralentissement. L'année prochaine, en partie grâce au plan de relance de l'administration Trump, enfin qui va... la loi de finances fédérale qui va être votée... Elle n'est pas encore votée. Non, elle n'est pas encore votée, mais elle va être votée au cours de l'été. Probablement pas avant le 4 juillet, je crois qu'ils n'auront pas le temps, mais enfin, peu importe. Tu as une impulsion budgétaire qui va te mettre la croissance autour de 2,2%, selon nous. Donc, ton moins 2, etc., ok, mais bon, voilà. Après, il y a la dette, tu vas me dire, il y a la dette. Il y a la dette est plus élevée, la dette publique, la dette privée est très élevée. Mais je considère que la dette américaine est beaucoup plus soutenable que la nôtre, la française et même l'européenne d'une manière générale. Car la croissance potentielle est selon moi au moins de 1,5% supérieure à la croissance potentielle européenne. Les dépenses publiques liées au vieillissement sont beaucoup plus faibles. Le poids des recettes publiques, on parle là juste avant, tu parlais avec un invité des augmentations d'impôts éventuelles en France, il y a 20 points de différence entre le poids des recettes publiques dans le PIB aux États-Unis et en France. Donc il y aura une administration au cours des prochaines années qui va augmenter les impôts. Ce sera probablement une administration des démocrates comme Clinton et un petit peu Obama, les 2 derniers présidents démocrates. Et puis il y a le dollar qui restera, quoi qu'on en dise, en dépit du baratin qu'on a entendu à longueur de temps, même s'il baisse. Le dollar a baissé dans les années 70, il a baissé entre 85 et 95, il a baissé entre 2001 et 2011, et c'est toujours resté la première devise de référence internationale. Et donc l'histoire va se répéter sur le dollar, là? Oui, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Si, il y a dans les réserves de change, on voit qu'il y a une progression de l'or depuis environ 2015. Mais l'or a une limite. Enfin, il peut encore augmenter dans l'ensemble des réserves de change. Mais il y a une limite parce que c'est pas un instrument de règlement. Donc ça peut progresser, mais pas éternellement. Et, en tout cas, dans les devises, il n'y a pas d'alternative au dollar aujourd'hui. Donc voilà. Et donc un dollar qui s'affaiblit, c'est pas incompatible avec une bourse américaine qui continue de progresser. On a un S&P qui est dans la tech américaine est gagnante à la baisse du dollar. Parce que la tech américaine, c'est un des secteurs qui est le plus exposé à l'international. Alors eux, non seulement ils vont être protégés, enfin la tech c'est un peu spécial, mais enfin l'industrie américaine d'une manière générale, y compris l'industrie traditionnelle, va être protégée par des droits de douane, mais en plus ils bénéficient de la baisse du dollar. C'est bingo pour eux, actuellement. D'ailleurs, le secteur manufacturier, sur les derniers indicateurs qu'on ait, se porte pas trop mal aux États-Unis. Si tu as 1 euro et tu as 1 euro à placer entre le CAC 40 et le S&P, tu les mets où? Alors moi je mets le S&P, mais je ne veux pas paraître ici trop j'aurais quand même donné un petit peu de patriotisme. Quand même, au sein des actions européennes, je surpondère déjà depuis un petit moment les small caps européennes.
Et d'ailleurs, elle surperforme de façon non négligeable. On n'est pas loin d'une surperformance de, il faudrait que je recalcule, mais 8-9% depuis la fin février. Donc, parce qu'elles sont toujours pas chères, elles bénéficient quand même un petit peu des améliorations de conditions, enfin de conditions macro en Europe grâce au plan de relance allemand. Elles sont pas chères, elles sont toujours pas chères, elles sont toujours une décote alors qu'historiquement elles ont une prime. Voilà, elles vont bénéficier. Alors elles bénéficient en relatif d'être relativement immunes à l'euro fort, puisqu'elles exportent beaucoup moins que les autres, et d'être relativement immunes aussi aux droits de douane, puisqu'elles exportent moins que les autres également. Donc voilà. Le gros pari à prendre. On a eu un premier semestre boursier qui au final était un bon cru, puisque au vu de tout ce qu'on a connu, guerre commerciale, guerre tout court, quel est le gros pari à prendre d'ici la fin de l'année, quelle que soit la classe d'actifs? Non, je dirais que celui que je tiens à mettre en avant, même si ça ne reste pas le pari le plus important, c'est les small caps européennes. En particulier celles qu'on a préconisées depuis très longtemps, les small caps italiennes et espagnoles, qui dégagent une performance excellente, déjà depuis très longtemps. Sinon, notre marché boursier préféré, parce que je ne vais pas rentrer dans les valeurs et tout ça, notre marché préféré depuis plus de 18 mois, c'est l'IBEX, et c'est la meilleure performance. Et on continue. Avec l'Allemagne, avec le marché allemand. Oui, un tout petit peu. Enfin, ça dépend à quelle période et quel est le point de départ. Mais enfin, disons, depuis qu'on surpondère, nous, l'IBEX espagnol, c'est la meilleure performance, et je pense que ça devrait se poursuivre. Et sinon, alors, petite provocation, la dernière, je surpondère la dette italienne par rapport à la dette française depuis octobre 2022, c'est-à-dire depuis l'élection de Giorgia Meloni. Et à l'époque, on avait un spread de 190 points de base. Et aujourd'hui, tu as combien? Enfin, je n'ai pas regardé ce matin. 100, je sais pas, 100. Pardon? Non, je ne sais pas, enfin, je n'ai pas regardé. On est à 15... spread entre l'Italie et la France. Ah, il est beaucoup plus faible, Ah oui, il est de combien? On est à 3,50, 3,30, 50, 60 points de base? Non, mais on n'est plus à ça. On est à 15-20 points de base. Non. Mais oui, si, bien sûr. Ça va vite, hein. On va bientôt être les derniers. Ça aussi, ça fait partie de ma vision. Les derniers sont les derniers. Allez, merci beaucoup. Entretien avec Jean-Pierre Petit, économiste, président des Cahiers Verts de l'économie, invité de la grande interview en direct et en replay sur Bourseau et sur YouTube. Salut. Salut.